Si vous suiviez la WWE en 2009, vous ne pouvez pas avoir raté la Legacy. À l'époque, c'était vraiment le clan que la WWE mettait en avant plus que tout, avec à sa tête Randy Orton qui a eu à ce moment-là certaines de ses meilleures rivalités contre Triple H et John Cena. Et même si vous n'avez découvert le catch que récemment, vous avez très certainement entendu parler de cette équipe, puisqu'on y retrouvait un jeune Cody Rhodes qu'on voit aujourd'hui au sommet de la WWE. Mais dans ce groupe basé sur les descendants de légendes du catch, il n'y avait pas que ces deux catcheurs. Déjà, initialement, on pouvait y retrouver un certain Manu, le fils d'Afa Anoa'i et donc le cousin de Roman Reigns, ou encore Sim Snuka, le fils de Jimmy Snuka. Mais si très vite ces deux hommes ont été exclus par Randy Orton, ils ont été remplacés par un certain Ted DiBiase Jr., fils du grand Ted DiBiase. L'idée de ce clan était bien sûr de permettre à Cody Rhodes et Ted DiBiase de progresser aux côtés de Randy Orton, et pendant que celui-ci collectionnait les titres de champion de la WWE, Cody et Ted en apprenaient beaucoup en espérant un jour se retrouver à sa place. Seulement, si cet avenir promis par Randy Orton et par les officiels a mis plus de 10 ans à se concrétiser pour Cody Rhodes, il ne se réalisera très certainement jamais pour son partenaire, et il est temps aujourd'hui de découvrir pourquoi dans la gloire et la chute de Ted DiBiase Jr. Pour Ted DiBiase, tout ne commence pas exactement au moment de la création de Legacy. Pour retracer son histoire, il faut en fait remonter quelques années plus tôt. Déjà, on l'a vu, il baigne dans le monde du catch depuis sa plus tendre enfance, puisqu'il est le fils de Ted DiBiase Senior, un grand catcheur de la fin des années 80 et début 90, qui s'est principalement fait connaître pour son personnage du $1 Million Man. L'idée était simple, Ted était un riche catcheur qui pouvait absolument tout acheter, d'où sa catchphrase dans laquelle il prétendait que tout avait un prix pour le $1 Million Man, et s'il n'a jamais officiellement remporté le titre mondial de l'entreprise, il est tout de même une figure majeure de l'époque, notamment pour ce personnage haut en couleur. C'est donc dans ce contexte que son fils grandit dans les années 80 et 90, ce qui le pousse naturellement à suivre le chemin de son père au début des années 2000, puisqu'il débute sa carrière dans le catch à l'été 2006, en faisant équipe avec son frère. Très rapidement, tout le monde comprend qu'il est destiné à un avenir bien plus grand que son frère, puisqu'il porte déjà le nom de Ted DiBiase Jr., mais en plus, il se lance très tôt dans la course au titre de champion WLW, la promotion dans laquelle il débute, et il finit par se rendre au Japon moins d'un an après ses débuts pour apprendre énormément. Parce que oui, le Japon, c'est une très grande terre de catch. C'est là où certains des meilleurs catcheurs ont combattu pendant des années pour atteindre le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Et donc en arrivant là-bas, Ted DiBiase Jr. rencontre notamment un certain Bryan Danielson, qu'on découvrira des années plus tard à la WWE sous le nom de Daniel Bryan. Mais si je parle de tout ça, c'est pas uniquement pour mentionner les noms que Ted croise au Japon. C'est parce que, réellement, ces quelques mois passés chez Noah, une des principales promotions de catch japonaises, vont lui permettre d'énormément progresser pour se destiner à un avenir radieux. Et justement, à peine revenu aux États-Unis, Ted DiBiase est repéré par la WWE qui le recrute dans son centre de développement au mois d'août, et c'est comme ça qu'il fait ses débuts à la FCW dans un match par équipe aux côtés de Jack Swagger. Encore une fois, la WWE semble avoir de grands projets pour lui, puisque même s'il est d'abord associé aux membres de la famille Hart pour former une nouvelle version de la Hart Foundation, il quitte très rapidement le groupe et se lance en solo aux côtés de Maryse pour gravir les échelons et se rapprocher du titre poids lourd. C'est justement au mois de décembre 2007, 4 mois à peine après ses débuts dans le centre de formation, que Ted DiBiase atteint un premier objectif majeur puisqu'il vient à bout de Tyson Kidd pour remporter le titre principal, et même s'il le perd 2 mois plus tard au profit de Jack Swagger, Ted a en fait déjà montré suffisamment de choses et il est temps pour lui de passer à l'étape suivante. En fait, pendant des mois à la FCW, il a l'occasion d'apparaître sur des shows non télévisés de la WWE, ce qui lui permet de catcher devant un public bien plus grand et contre des noms plus établis. Et après avoir continué sur cette lancée pendant tout le mois de mai, il fait officiellement sa première apparition sur les écrans de Raw lors de l'épisode du 26 mai 2008. Ce soir-là, on voit Cody Rhodes et Ted DiBiase qui célèbrent dans le ring après avoir battu Paul London et Brian Kendrick, mais ils sont interrompus dans leur célébration par Ted DiBiase Senior qui débarque micro en main. En fait, le $1 Million Man ne fait pas officiellement son retour à ce moment-là, ça fait déjà quelques mois qu'il apparaît de temps en temps en tant que légende, mais ce soir, il a une vraie annonce importante. En fait, il prétend que le règne de champion par équipe de Cody Rhodes et Hardcore Holly ne va pas durer bien longtemps. Et justement, pour confirmer tout ça, il introduit le tout nouveau membre du roster de Raw qui visiblement mettra un terme à ce règne, son fils, Ted DiBiase. Ted fait donc ce soir ses débuts officiels aux écrans de la WWE et il remercie d'abord son père pour l'introduction avant d'annoncer directement qu'il deviendra champion par équipe dès son premier match dans l'entreprise. En vrai, cette annonce, elle est assez surprenante puisque Ted n'a évidemment pas de partenaire, à moins qu'il décide de s'associer à son père, mais il met quand même en garde les champions par équipe avant d'annoncer que si toute chose a bel et bien un prix comme le disait son paternel, lui n'en a pas puisque sa valeur est inestimable. Le fils du $1 Million Man peut alors quitter l'arène après cette annonce, et si ses débuts sont vraiment bizarres puisque le public n'est clairement pas investi dans son personnage, on voit quand même que la WWE a des projets très précis pour Ted.
Pour confirmer tout ça, on se retrouve dès la semaine suivante, et après avoir perdu un match dans lequel les titres n'étaient pas en jeu, Cody Rhodes et Hardcore Holly se retrouvent dans les vestiaires pour discuter. En fait, Holly est là pour remettre les choses au clair avec son partenaire, et il lui dit qu'il doit l'écouter lui, sinon leur règne ne va pas encore durer bien longtemps. Et alors qu'il quitte la pièce et laisse Cody seul dans le vestiaire, Ted DiBiase débarque et prend sa place. Le fils du $1 Million Man annonce ce soir à Cody Rhodes que dans sa famille, ils obtiennent systématiquement ce qu'ils veulent, et il annonce donc qu'il va trouver un partenaire pour prendre les titres par équipe dans 3 semaines lors de Night of Champions, et qu'à ce moment-là, la tête de Cody Rhodes et Hardcore Holly n'aura, comme lui, pas de prix. Avec ces deux apparitions, DiBiase met donc au clair sa gimmick, celle d'un catcheur prétentieux qui reprend des idées du personnage de son père en les modifiant pour proposer en vrai quelque chose de plutôt sympa, et vous allez voir que ses débuts dans le ring vont être eux aussi très bien pensés. Parce que, avec tout ça, il se passe plus grand chose avant Night of Champions. Et donc, nous, on va se diriger directement vers le match pour les titres par équipe avec l'entrée de Cody Rhodes et Hardcore Holly. Les champions sont finalement rejoints par Ted DiBiase, qui doit encore annoncer son partenaire surprise et qui vient ce soir avec une musique franchement pas incroyable, mais très vite, il prend le micro et fait une annonce plutôt surprenante. En fait, son associé prévu a eu un petit souci de transport et donc il n'est pas encore arrivé dans la salle, et DiBiase va alors demander 10 minutes de répit pour lui laisser le temps de rejoindre le ring. Évidemment, personne n'est d'accord pour attendre aussi longtemps, et même si Ted essaye de négocier en demandant à reporter le match plus tard dans la soirée, on lui fait vite comprendre que rien de tout ça n'est possible et que sa seule solution est de déclarer forfait. Bien sûr, il est absolument hors de question de perdre comme ça son tout premier combat à la WWE, et donc Ted décide de lancer le match en 2 contre 1 avant de promettre que son partenaire va bel et bien se montrer et participer au match. Et effectivement, DiBiase ne ment pas. Alors que le match s'apprête à démarrer, il demande à ce que ce soit Hardcore Holly qui ouvre le combat contre lui, mais au moment où celui-ci entre dans le ring, il est soudainement attaqué par son propre partenaire, qui le couche avec un DDT. Ted DiBiase peut alors reprendre le micro pour faire une annonce qui va choquer tout le monde. En réalité, son partenaire se tient déjà dans le ring depuis le début, puisqu'il s'agit de nul autre que Cody Rhodes. Le fils du American Dream vient donc taper dans la main de DiBiase qui entre dans le ring et couche Hardcore Holly avec sa prise de finition avant de lui river les épaules pour bel et bien remporter son tout premier match et devenir d'entrée de jeu champion par équipe de la WWE. Cody Rhodes de son côté sort une action un peu spéciale puisqu'il perd et gagne les ceintures dans le même show étant donné qu'il met un terme à son règne avec Hardcore Holly pour tourner le dos aux fans et former une toute nouvelle équipe aux côtés de Ted DiBiase pour entamer la carrière du fils du $1 Million Man. Alors, certes, avec ça, on n'a pas vu grand chose, puisqu'on a plus entendu Ted DiBiase qu'on ne l'a vu catcher, mais il a montré en quelques apparitions qui il était, et en gagnant son tout premier match en pay-per-view pour directement devenir champion, il semble s'assurer un avenir radieux. Parce que oui, à partir de là, l'équipe de Cody Rhodes et Ted DiBiase va officiellement démarrer son parcours à la WWE, et les deux reviennent dès le lendemain pour à nouveau avoir un match très court du côté de Raw, et après ça, ils apparaissent chaque semaine pour permettre à DiBiase de montrer un petit peu plus de quoi il est capable. Malheureusement, un mois à peine après avoir gardé les ceintures, les deux les perdent puisqu'ils sont battus par John Cena et Batista lors du Raw du 4 août, mais justement, à la surprise de tout le monde, les deux catcheurs obtiennent une revanche dès la semaine suivante, et grâce à des dissensions entre les deux anciens champions du monde, Ted DiBiase réussit à surprendre John Cena avec un roll-up et il lui rive les épaules pour marquer un grand moment et récupérer les titres par équipe. Et en vrai, si on se place dans le contexte de l'époque, même si cette victoire est un petit peu volée, c'est quelque chose de majeur pour la carrière de DiBiase. Il a débuté 2 mois plus tôt à peine et il a déjà rivé les épaules d'un des plus grands de la WWE qui a à son actif plusieurs titres de champion du monde. Mais bon, en fait cette victoire, la WWE va pas plus appuyer dessus que ça, puisqu'elle est surtout là pour construire la rivalité entre Cena et Batista, et donc nous, on va se diriger vers le mois de septembre 2008, où après avoir enchaîné les victoires, DiBiase et Rhodes se lancent dans une rivalité contre Crime Time, qui finissent par leur voler la ceinture pour démarrer les premières interactions entre les deux champions et Randy Orton. Alors, cette partie de l'histoire, je vais passer plutôt rapidement dessus puisque j'ai déjà retracé toute l'histoire de la Legacy dans une vidéo dédiée, mais il faut quand même parler un petit peu de tout ça puisque ça fait partie intégrante de la carrière de DiBiase. En gros, tout commence quand Randy Orton critique DiBiase et Rhodes en disant qu'ils font honte au titre de champion par équipe en se faisant voler les ceintures, et tout ça pousse donc les deux catcheurs à devenir nettement plus sérieux en attaquant Crime Time plus tard dans la soirée pour reprendre leur titre. Avec ça, DiBiase et Rhodes ne s'associent pas pour autant officiellement avec Randy Orton, même s'il l'aide à attaquer CM Punk lors d'Unforgiven, et en attendant, ils s'associent avec Manu pour former un trio pendant quelques semaines. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'à cette période, on pourrait presque croire que Ted DiBiase va passer au second plan. Parce que même s'il obtient un match 1 contre 1 contre Kofi Kingston au mois d'octobre et qu'il le bat, il perd les ceintures 3 semaines plus tard à Raw et il est attaqué par Randy Orton lors de l'épisode du 3 novembre 2008 pour soudainement s'éloigner des écrans. Alors en fait, évidemment, cette attaque n'a pas lieu pour rien, parce que déjà, elle permet à Orton de former de son côté une première version de Legacy avec Rhodes, Manu et Sim Snuka, mais surtout, elle permet à DiBiase de quitter les écrans pour aller tourner dans son tout premier film, The Marine 2.
Donc non, le film n'est pas exceptionnel, d'ailleurs je crois qu'il est jamais sorti au cinéma, mais en soi ça montre que DiBiase est presque déjà passé à l'étape suivante. Il commence très tôt à développer quelque chose en parallèle du catch, et ça montre que la WWE le voit presque immédiatement comme une star. Et justement, ce statut un peu spécial, il va se confirmer au mois de janvier 2009. Parce que pendant ce temps, comme je l'ai dit, la première version de Legacy se crée, et si on sent déjà qu'il y a des tensions au sein du groupe, tout s'explique lors du Raw du 12 janvier 2009, puisque DiBiase fait son retour et s'en prend à Manu et Sim Snuka pour officiellement former le clan qui va marquer mon enfance. Et oui, c'est aussi pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo. Ted DiBiase, de mon point de vue, quand j'étais jeune, c'était clairement le futur. Aux côtés de Randy Orton, lui et Cody Rhodes vont avoir une ascension folle dans laquelle ils vont non seulement aider leur mentor à remporter le titre de la WWE, mais aussi se lancer dans une grande rivalité contre DX qui leur offre des victoires très importantes sur deux légendes en fin d'année. Alors, entre-temps, on a bien sûr de nombreux autres événements pour Ted DiBiase, avec des matchs contre Triple H, Batista ou encore John Cena, mais l'essentiel de cette période tourne autour de son équipe avec Cody Rhodes, avec qui il se lance à la poursuite des titres par équipe à l'été, avant d'avoir cette fameuse rivalité contre DX. Justement, cette rivalité va leur donner cette grande victoire contre Shawn Michaels et Triple H lors de Breaking Points, et même s'ils perdent la revanche lors de Hell in a Cell au mois d'octobre, la fin de l'année 2009 permet à Rhodes et DiBiase de montrer que leur avenir à la WWE est radieux. Et justement, pour le découvrir, on va se diriger vers 2010. Parce que petit à petit, on va commencer à voir les premières tensions dans le groupe. D'abord, on a l'intervention ratée de Cody Rhodes lors du Royal Rumble qui coûte son titre à Randy Orton, mais dès le pay-per-view suivant, on a la trahison de Ted DiBiase dans l'Elimination Chamber, puisqu'alors que son mentor compte sur lui pour reprendre le titre mondial, le fils du $1 Million Man le frappe avec un tuyau métallique pour l'éliminer et mettre un terme à Legacy. Et oui, à partir de là, il n'y a plus aucun doute sur l'avenir du clan, étant donné que dès le lendemain, Orton attaque ses deux partenaires dans un match par équipe pour confirmer la séparation, et comme ça, DiBiase et Rhodes s'éloignent de leur mentor. Pour autant, les deux semblent rester associés dans les quelques semaines suivant la fin de Legacy, et ils obtiennent alors leur tout premier match sur la plus grande scène du monde, puisque le triple menace entre les trois anciens membres du groupe est enfin rendu officiel pour WrestleMania 26. Ce match marque alors un moment très important dans la carrière de DiBiase puisqu'il fait son entrée à WrestleMania pour la toute première fois de sa vie, et même si malheureusement ça marque aussi sa séparation avec Cody Rhodes étant donné que c'est un match chacun pour soi et qu'en plus il ne se conclut pas par une victoire puisque Randy Orton lui rive les épaules, on reste nombreux à croire que Ted DiBiase se destine à un grand avenir. Et d'ailleurs, pour être honnête, je pense pas que donner la victoire à Randy Orton c'était une très bonne idée. En soi, DiBiase et Rhodes arrivaient dans ce match en tant qu'immenses favoris puisqu'ils étaient encore associés, et même si l'idée de les séparer pendant le match est bonne et logique, je pense clairement qu'un des deux aurait dû gagner pour faire passer sa carrière au niveau supérieur. Mais bon, écoutez, tant pis, ni Cody Rhodes ni Ted DiBiase ne ressort particulièrement grandi de ce WrestleMania, et comme je l'ai dit, en plus ils se séparent plus ou moins officiellement ce soir-là puisqu'ils sont obligés de s'affronter, et donc on va pouvoir passer maintenant à la deuxième partie de la carrière de notre protagoniste. Bon, en réalité, cette nouvelle période pour Ted DiBiase, elle ne commence pas dès le lendemain de WrestleMania. Ce soir-là, il est toujours présenté comme membre de Legacy, et il vient donc avec cette excellente musique qui a animé des heures de ma vie sur SmackDown vs Raw 2010, et on sent bien alors que la WWE n'a pour l'instant aucun projet pour lui, puisqu'il est battu par Christian en moins de 5 minutes dans un match des bûcherons. Seulement, en fait, cette défaite, elle est là pour construire quelque chose. Après le match, Ted est consolé par son père, mais il décide de le repousser pour montrer visiblement un tournant dans son personnage, et on le retrouve alors la semaine suivante avec le titre $1 Million pour confirmer ce changement. Parce que oui, cette ceinture n'a pas réellement de valeur à la WWE, dans le sens où techniquement elle n'a pas été introduite par l'entreprise mais par Ted DiBiase Senior à l'époque, mais elle est quand même très stylée et elle donne tout de suite une aura différente à celui qui la porte. En plus, Ted prend ce soir le micro pour s'adresser à la foule et parler de son père en mentionnant son intronisation au Hall of Fame, mais surtout, il parle d'un événement qui s'est produit hors antenne. En fait, d'après DiBiase, son père s'est comporté comme une figure paternelle pour la toute première fois de sa vie la semaine précédente lorsqu'il est venu le réconforter après sa défaite, mais d'une part, il rappelle que ce petit acte de gentillesse n'efface pas l'enfance qu'il a vécue avec un père absent, et surtout, il précise qu'on ne gagne pas son affect en s'adressant à son cœur, puisque pour Ted DiBiase Jr., le mieux, c'est de passer par l'argent. Du coup, Ted DiBiase tient bien à remercier son père pour le virement qu'il a reçu ainsi que pour le don de cette fameuse ceinture $1 Million, et après tout ça, il peut enfin passer à l'action. Et là, c'est parfaitement clair. Même s'il entre encore avec la musique et les graphismes de Legacy, Ted DiBiase est clairement passé à autre chose. Pour le prouver justement, il vient ce soir à bout de Christian dans un match plutôt court qu'il conclut avec son Dream Street, et il va à partir de là transitionner peu à peu vers d'autres histoires. Il va déjà disparaître des écrans pendant des semaines, pendant lesquelles il se contente d'une apparition dans le 3e show de la WWE, et lorsqu'il fait son retour à Raw, il participe à une bataille royale SmackDown contre Raw, dans laquelle il donne la victoire à son équipe en éliminant Rey Mysterio. En vrai, ce soir-là, on sent que la WWE veut plutôt miser sur Ted DiBiase, puisqu'il a un échange franchement cool avec Mysterio, et comme je l'ai dit, c'est lui qui remporte le match pour offrir à son show 3 nouveaux arrivants.
Parce que oui, à l'époque, on est en pleine draft, donc des catcheurs de Raw vont à SmackDown et inversement, et en l'occurrence, grâce à cette victoire, DiBiase permet ce soir au show rouge de récupérer John Morrison, R-Truth et enfin Edge. Et ces changements, ils ne vont pas tarder à donner quelques idées au fils du $1 million Man. Désormais, fier détenteur de la ceinture la plus chère de la WWE, Ted DiBiase se lance à la recherche d'un partenaire qui pourrait le protéger et porter ses sacs pendant ses déplacements, et après avoir proposé ce rôle à Carlito, il approche finalement un des nouveaux arrivants dans le show rouge, R-Truth. Bien sûr, Truth voit très bien où DiBiase veut aller, en fait il veut entièrement reprendre le personnage de son père qui avait Virgil à ses côtés et qui était chargé de toutes les sales tâches que lui-même refusait de faire, et donc évidemment Truth refuse la proposition. Bon, quand même, Ted, il va essayer de négocier, il dit qu'il n'a rien à voir avec son père et qu'il ne veut pas d'un simple valet, il veut un associé qu'il paierait très cher pour son travail, mais évidemment ça ne prend pas et R-Truth lui envoie une claque pour conclure cette interaction. Avec ça se lance alors la première vraie rivalité de DiBiase après son départ de Legacy et il revient donc dès la semaine suivante pour avoir encore le droit à une promo avant son match, ce qui illustre encore les grandes ambitions de la WWE. Et oui, donner à un catcheur la chance de s'adresser à la foule quasiment chaque semaine dans un show qui ne dure à l'époque que 2 heures, c'est un vrai gage de confiance. Et à ce moment-là, DiBiase est encore et toujours vu comme le futur de la WWE. En l'occurrence, ce soir-là, il va utiliser ce temps pour dire qu'il va bien finir par trouver un partenaire et que celui-ci l'aidera à prendre sa revanche sur R-Truth. Et justement, alors qu'il fait face à John Morrison après ça et qu'il envisage de quitter le ring pour abandonner le match, son adversaire lui propose une nouvelle stipulation. Si DiBiase réussit à le battre, il acceptera de devenir son Virgil. Bien sûr, Ted accepte sans hésiter puisqu'il a l'air de vraiment vouloir un partenaire, et il revient donc dans le ring pour continuer le match, mais alors qu'il veut en finir avec son Dream Street, il est surpris par un tombé venu de nulle part et le champion $1 million ne trouve alors pas de valet ce soir-là. Bon, en fait, ce moment, il sert surtout à poursuivre sa rivalité avec R-Truth, puisque Ted tente de s'en prendre à Morrison après le match et Truth vient pour le sauver et faire fuir son ennemi. Et on retrouve finalement DiBiase la semaine suivante, puisqu'il perd un match handicap aux côtés de Edge contre Randy Orton. Bon, au moins à partir de là, Ted ne vient plus aux couleurs de la Legacy, même s'il a gardé leur excellente musique, et il fait finalement son entrée lors du Raw du 17 mai 2010 pour officiellement révéler son remplaçant pour Virgil, qui s'avère être nul autre que Virgil en fait. Bah oui, pourquoi trouver quelqu'un d'autre s'il peut juste reprendre le même gars? Alors oui, c'est pas forcément très logique, parce qu'en réalité, Virgil s'est séparé de la famille DiBiase en 1991, mais bon, tout ça s'explique quand même par le fait que le fils veut se différencier du père, donc admettons, c'est un peu logique. En plus, c'est pas la seule nouvelle qui nous est annoncée ce soir, puisqu'on nous officialise un match à Over the Limit entre R-Truth et Ted DiBiase, et donc, après avoir battu Yoshitatsu, Ted peut se diriger vers son premier match en solo en pay-per-view depuis WrestleMania. Et là, je dois être honnête, je n'ai absolument aucun souvenir de ce match et de cette rivalité. Et pourtant, c'est une des périodes que je suivais le plus, donc soit le problème vient de moi et juste cette histoire ne m'intéressait pas, soit elle était vraiment pas marquante du tout. Du coup, si certains d'entre vous s'en rappellent, dites-le moi, ça m'intéresse de le savoir, mais de toute façon, elle va pas durer bien longtemps, puisqu'après un match de moins de 10 minutes et malgré l'aide de Virgil pendant tout l'affrontement, DiBiase n'arrive pas à battre son rival et il est finalement couché par le coup d'avant-bras de R-Truth pour perdre le combat. Alors, je sais pas quel était exactement le plan initial de cette rivalité et de ce match, mais j'imagine que c'était pas tout à fait ce qu'on a vu en réalité. Parce que, en fait, en plein milieu du combat, DiBiase reçoit une énorme claque de R-Truth qui lui fait perdre connaissance et qui va lui causer une commotion. Et je sais que ça peut paraître nul comme moyen de se blesser, mais déjà, c'est pas impossible que ça ait eu un impact sur le résultat du match, mais en plus, ça montre à quel point un match de catch peut très mal tourner sur une action aussi simple qu'une claque. Il suffit juste qu'elle ne soit pas bien portée et un catcheur peut se retrouver hors d'action pendant un moment. Donc bon, en réalité, ce soir, la blessure n'est pas si grave que ça, puisque DiBiase peut quand même finir le match et il va continuer d'apparaître dans les semaines suivantes, notamment dès l'Euro suivant pour avoir un segment assez étrange. Et oui, vous allez voir en fait qu'à partir de là, même s'ils vont tenter à plusieurs reprises, on sent que la WWE a quasiment déjà lâché l'affaire avec lui. Il vient ce soir-là avec Virgil et demande à un mec de lui vendre son œil de verre. Oui, ne posez pas de questions, c'est dans un segment avec un acteur américain qui cherche une personne avec un talent spécial, enfin bon, peu importe. Et il est finalement interrompu par Santino Marella pour vraiment montrer que son personnage n'a plus rien de sérieux. Et c'est dommage, parce qu'avec l'idée du fils riche qui se promène dans les vestiaires en se croyant meilleur que tout le monde, je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Mais là, à la place, on a juste droit à un segment goofy dans lequel Santino endort Virgil avec une prise horrible avant de se faire écraser par un Dream Street de DiBiase, qui a au moins le mérite de sortir debout de toute cette histoire. En fait, à ce moment-là, sa commotion empêche le champion $1 million de combattre, donc il va continuer à apparaître pour n'avoir que des segments au micro, notamment un dès la semaine suivante dans laquelle il demande à Bret Hart la position de General Manager. Mais tout ça ne mène encore une fois à rien, puisque Bret décide finalement de donner le pouvoir au public pour le prochain épisode de Raw.
Du coup, nous, on va avancer un petit peu pour vraiment arriver à la suite de l'histoire de Ted DiBiase, puisqu'après tout ça, il se retrouve contraint de participer à un match par équipe contre le Big Show et l'hôte spécial de la soirée, Mark Feuerstein, et puisqu'il perd ce combat à cause de Virgil qui subit un tombé d'un gars qui n'est même pas catcheur, Ted DiBiase va décider de le licencier. Ce soir-là, on est le 21 juin 2010 et DiBiase s'oriente enfin dans une autre direction puisqu'il annonce officiellement sa séparation avec Virgil pour, selon ses propres dires, s'associer avec une personne qui apprécie vraiment le pouvoir de l'argent, Maryse. Alors, comme ça, on pourrait croire que cette association sort de nulle part, mais déjà, on peut pas dire que Virgil ait servi à grand chose dans la carrière de DiBiase Jr. Et en plus, si vous vous rappelez, Maryse était déjà l'associé du catcheur à ses débuts dans le centre de développement de la WWE. Donc bon, j'imagine que les officiels se sont dit que si ça avait bien fonctionné à l'époque, ça pourrait bien marcher à la télévision, et malheureusement, bah, ils s'étaient trompés. Non, parce que si initialement l'association entre les deux marche plutôt pas mal, avec DiBiase qui vient à bout de Morrison 2 semaines plus tard grâce à l'aide de sa partenaire, très vite cette histoire prend encore une tournure décevante. Déjà, même s'il est qualifié pour le Money in the Bank qui lui permettrait de passer à un stade supérieur, DiBiase ne remporte bien sûr pas le match, et en plus il perd un combat contre le Great Khali 2 semaines plus tard, mais en plus après ça, il va se contenter d'errer dans le milieu de la carte, sans avoir d'histoire réelle en dehors de sa relation avec Maryse. Bon, quand même, pendant cette période, il obtient une nouvelle musique d'entrée qui honnêtement est très cool, mais là on va passer assez vite sur ces quelques semaines parce que, encore une fois, il ne se passe absolument rien de majeur. Pour avoir sa prochaine vraie rivalité, Ted doit attendre quelques mois puisque lors de l'épisode du 4 octobre 2010, il découvre que quelqu'un veut voler quelque chose qui lui appartient. Au début, il pense naturellement qu'on veut lui voler Maryse et il soupçonne Johnny Knoxville, l'hôte de la soirée, d'être celui qui envoie des lettres depuis des semaines pour annoncer qu'il va s'emparer d'elle, mais après s'être pris la main gigantesque de Jackass en pleine tête, DiBiase va découvrir la vérité. En fait, dès le segment suivant, il vient s'en prendre à Johnny Knoxville dans le ring en l'endormant avec le $1 Million Dream, mais d'un coup, la salle s'éclaire en doré et l'écran géant affiche un texte indiquant cette phrase « Tu m'appartiens ». Alors, tout le monde comprend très vite qu'il s'agit de Goldust et celui-ci apparaît justement dans le ring pour coucher DiBiase, mais si tout portait à croire que le catcheur allait vouloir s'emparer de Ted ou bien de Maryse, il vient dire aux deux associés qu'il ne veut pas d'eux et se dirige plutôt vers la ceinture à $1 million qu'il décide de voler pour lancer DiBiase dans sa prochaine rivalité. Pendant des semaines, Goldust va alors copier le personnage de Ted en commençant à être accompagné par Aksana dans le rôle de Maryse, et systématiquement, le catcheur doré va prendre le dessus sur son rival pour conserver la ceinture. Finalement, cette rivalité va mener les deux hommes à se retrouver sur le ring lors du pay-per-view suivant, à savoir Bragging Rights, et si ce soir-là, Ted vient bien à bout de son adversaire pour obtenir une victoire dans un show majeur, il ne repart pas pour autant avec la ceinture à $1 million, puisque Aksana réussit à la voler et à perturber Ted pour permettre à Goldust de le coucher. Bon, je pense que vous voyez le problème, avec tout ça, la direction de Ted DiBiase, elle est juste horrible. Son histoire avec Maryse, elle aurait peut-être pu être cool si elle avait été racontée différemment, et sa rivalité avec Goldust est bien plus centrée sur son rival, qui non seulement a l'avantage, mais qui en plus entraîne l'ancien champion par équipe dans une histoire presque comique. Mais bon, malheureusement, pour une fois, on peut pas tout remettre sur les scénaristes de la WWE. Parce qu'il faut aussi être honnête, Ted n'est pas incroyable dans le ring, et même s'il n'est pas horrible au micro, il n'a pas non plus une très forte personnalité, et il n'arrive donc pas à créer un réel engouement. En plus, à partir de là, il va se lancer dans une petite série de défaites alors qu'il n'a toujours pas récupéré sa ceinture, mais bizarrement, 2 semaines plus tard, son histoire va prendre un tournant bien plus intéressant, puisqu'alors que Goldust rend la ceinture à DiBiase Senior, celui-ci veut encore la léguer à son fils, mais Ted refuse la proposition. En fait, DiBiase annonce ce soir qu'il est intéressé par autre chose. Une ceinture dont il ne va pas hériter sans mérite, mais qu'il va bien pouvoir remporter à la sueur de son front. Et on comprend alors que le catcheur veut remporter son premier vrai titre solo à la WWE. Tout ça se confirme quelques temps plus tard dans cette même émission au thème old school, puisqu'alors que Daniel Bryan, le champion des États-Unis, vient de battre Jack Swagger, il est attaqué par Ted DiBiase qui le couche au centre du ring avec son Dream Street avant de célébrer au centre du ring en tenant la ceinture qu'il vise désormais. Cette attaque mène directement à un match entre les deux lors de Survivor Series dans lequel Bryan défend son titre, et malheureusement, si cette histoire aurait pu être plutôt sympa puisqu'elle aurait pu permettre à DiBiase de proposer quelque chose de nouveau, il est vaincu par le champion en moins de 10 minutes ce soir-là, et ce combat s'avère être le dernier de Ted pour cette ceinture. Et oui, si déjà la chute se faisait ressentir depuis qu'il avait perdu le titre $1 million, cette fin d'année 2010 confirme que la WWE n'a plus aucune idée pour lui. Après ça, il va enchaîner les défaites pendant des semaines, perdant à nouveau contre Bryan au lendemain de Survivor Series et perdant un match par équipe quelques semaines plus tard. Et même s'il se redonne espoir au mois de décembre en devenant le mentor de Brodus Clay dans la 4e saison de NXT, ça ne l'empêche pas de subir de nombreuses défaites en solo et en équipe, et tout ça finit par pousser son élève à l'abandonner. Et oui, ça peut paraître fou, mais à l'époque, DiBiase, il est nul à ce point-là. Même s'il réussit à vaincre Daniel Bryan lors de l'épisode de NXT du 25 janvier et que Brodus Clay vient à bout de 3 adversaires dans le main event du show,
Ce dernier annonce après sa victoire que son mentor a de l'argent, de la classe et du succès, mais que son mentor n'est pas Ted DiBiase. Après cette déclaration déjà surprenante, Brodus Clay enchaîne en dévoilant le nom de ce nouvel associé qui est nul autre qu'Alberto Del Rio, et il en rajoute en couchant DiBiase avec son horrible prise de finition pour mettre un terme à cette histoire. On est à ce moment-là à seulement 5 jours du Royal Rumble, et si bien sûr DiBiase y participe, il ne remporte clairement pas le match puisqu'il est très vite éliminé par la Nexus, et il revient après ça une dernière fois du côté de NXT pour perdre un match contre son ancien rookie. Vous le voyez, la carrière de Ted DiBiase n'a à l'époque déjà plus de sens puisqu'il continue à perdre tous ses matchs après ça, et s'il participe bien à WrestleMania 27 en apparaissant dans le pré-show, il n'arrive à gagner aucun de ses combats entre février et mai 2011. Bon, quand même, à ce moment-là, la WWE a un dernier espoir puisqu'ils envoient Ted à SmackDown et lui permettent de se réunir avec Cody Rhodes, ce qui va justement mettre un terme à sa série de défaites lors de l'épisode du 20 mai. Et en vrai, là encore, cette association avait du potentiel. Alors oui, c'est un immense retour en arrière, et je dirais même que c'est un aveu d'échec pour DiBiase, mais puisque Cody de son côté a connu plus de succès avec son personnage Dashing puis Undashing, le fait de remettre les deux partenaires ensemble, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Certes, c'est sûrement Cody qui aurait fini par bien plus en profiter en utilisant Ted comme bras droit comme Orton l'avait fait 2 ans plus tôt, mais en soi, je trouvais le concept assez sympa. Mais bon, inutile de vous dire que cette alliance n'a pas fonctionné et qu'elle n'a pas duré longtemps, sinon on serait pas là en train de parler de la chute de DiBiase. Et même si les deux se lancent après ça en rivalité contre Daniel Bryan et Sin Cara pour faire équipe à plusieurs reprises au début de l'été, leur alliance prend rapidement fin au mois d'août. Alors quand même, Ted DiBiase profite de cette période pour obtenir une première chance au titre intercontinental, mais bon, vu qu'il se fait massacrer en 3 minutes par Ezekiel Jackson, je sais pas si ça vaut le coup d'en parler. Et du coup, comme je le disais, après avoir perdu un match contre Randy Orton lors de l'épisode du 26 août, Ted est attaqué par son associé qui confirme la fin de leur alliance et le début de leur rivalité en plaçant un sac en papier sur son visage. Pour quand même tenter une toute dernière fois de relancer sa carrière, Ted DiBiase profite de cette histoire pour passer du côté des favoris de la foule pour la toute première fois depuis ses débuts, puisqu'il prend sa revanche sur Cody lors du SmackDown du 16 septembre et obtient alors un match contre lui lors de Night of Champions. En plus, puisque Cody est à ce moment-là champion intercontinental, il doit mettre sa ceinture en jeu contre son ancien partenaire, mais évidemment, on met un terme à tout espoir, puisqu'à l'époque, Cody Rhodes est très clairement mieux établi que son rival, et donc il le bat grâce à de la triche pour déjà conclure cette histoire. Et ça par contre pour moi c'est vraiment dommage, parce que avec ce passage du côté des gentils et cette rivalité contre un homme avec qui il avait plein de choses à raconter, Ted aurait pu largement plus progresser. En plus dans le combat il arrache le masque de Cody et il reçoit une énorme réaction à ce moment-là, et puisque son adversaire a gagné en trichant, on pouvait logiquement penser que DiBiase allait obtenir une revanche. Sauf que non, pas du tout. Après ça, il disparaît des écrans pour se diriger vers Superstars et il fait une petite apparition à Raw dans une bataille royale pour le titre intercontinental dans laquelle Cody l'élimine et conserve son titre. Et après ça, plus rien. Enfin, plus rien, pas exactement. Parce que, en faisant mes recherches, j'ai découvert quelque chose dont je n'avais absolument jamais entendu parler. Alors, ceux qui ont vu ma vidéo sur Zack Ryder connaissent certainement son histoire et la manière dont il est arrivé à devenir très populaire auprès des fans grâce à sa chaîne YouTube. Mais je pense que très peu d'entre vous savent que Ted DiBiase a tenté de faire la même chose à l'époque. Alors, faut aussi dire que ces vidéos ont eu nettement moins de succès, donc ça a pas fait autant de bruit, mais effectivement, en septembre 2011, Ted crée sa chaîne YouTube et poste sa première vidéo pour offrir encore un changement à son personnage. Dans cette vidéo, il annonce qu'il va faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant en organisant des rassemblements avec les fans avant les shows, et il en profite également pour reconnaître à ce moment-là qu'il n'est pas son père et que simplement copier son personnage n'a jamais fonctionné pour lui. En gros, il explique qu'il n'est pas un homme riche qui se considère comme supérieur aux autres, il est un gars simple qui comme beaucoup aime la pêche et le barbecue, et donc il propose aux fans de le rejoindre avant chaque show pour participer à des petites fêtes sur le parking. Dans tout ça, il essaye de lancer un nom pour ses fans en les appelant les DiBiase Posse, et si ça aurait pu bien fonctionner comme on l'a vu avec Zack Ryder, bah là c'est un vrai bide. Alors non, c'est pas un énorme bide non plus, il y a quelques personnes dans ces fêtes et ces vidéos marchent plutôt bien, mais clairement on est à des années-lumière du succès de Zack Ryder. D'ailleurs, sa chaîne n'hébergera finalement que 6 vidéos qui auront du mal à dépasser les 20 000 vues, et même si pendant ce temps il revient à SmackDown pour se lancer dans une rivalité contre Jinder Mahal et qu'il gagne plusieurs matchs, il n'arrive pas pour autant à vraiment exploser. Et pourtant, encore une fois, l'idée n'était pas mauvaise. Dans cette histoire, Jinder lui reproche d'avoir lâché le train de vie parfait de son père pour traîner avec des pauvres dans ses petites fêtes sur les parkings, et si la rivalité n'était pas non plus exceptionnelle, elle aurait pu établir Ted comme un genre de héros du peuple. Alors bon, peut-être que pour en arriver là, il aurait mieux valu changer sa musique d'entrée et son titre en tronc, hein, parce que le gars qui se prétend être proche des fans, qui arrive avec une musique qui dit en gros « je suis riche et pas vous » et qui a des billets partout sur sa vidéo d'entrée, je reconnais que c'est quand même pas fou. Mais bon, cette rivalité de toute façon ne va pas fonctionner plus que ça, même si elle permet à Ted d'apparaître régulièrement à SmackDown sur la fin de l'année, et il démarre 2012 avec une rivalité contre Hunico qui là aussi ne va pas convaincre grand monde.
Avec tout ça, on arrive au mois de mars 2012 et les années de combats réguliers vont finir par avoir raison de Ted DiBiase puisqu'il subit une blessure à la cheville et s'éloigne alors des rings pendant plusieurs mois, profitant de cette absence pour guérir une blessure à l'épaule qu'il gardait depuis des semaines. Malheureusement, son retour en septembre sera à l'image de ce qu'il a fait depuis sa séparation avec la Legacy puisqu'il revient dans le pré-show de Night of Champions pour se relancer dans la course au titre des États-Unis mais il perd le match. Et finalement, après quelques combats à Superstars et à SmackDown en fin d'année, Ted s'éloigne encore des écrans début 2013 pour apparaître une dernière fois au mois de mai avant de quitter l'entreprise 3 mois plus tard. En fait, à ce moment-là, il s'avère que DiBiase souffre de dépression et il décide alors de son propre chef de ne pas renouveler son contrat avec l'entreprise qui lui proposait alors un renouvellement de 5 ans. Et même si après ça, il va combattre à 3 reprises dans une autre promotion fin 2013, il quitte le catch après son dernier combat à la FWE le 7 décembre de cette année. Finalement, il reviendra quand même faire un combat 3 ans plus tard pour la promotion Ego avant de participer à une bataille royale au mois de juin 2017 pour cette même entreprise, et ce match marque alors le tout dernier combat de la carrière de catcheur de Ted DiBiase Jr. Mais alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, alors qu'il est encore à la WWE, Ted lance une organisation caritative pour aider les personnes malades ou dans le besoin, et il utilise son image pour aider les plus démunis. Et après son départ, il se lance dans divers business pour passer à une autre étape de sa vie. Seulement, croyez-le ou non, la véritable chute de Ted DiBiase ne s'arrête pas là. Après ça, il aurait très bien pu se diriger vers une vie paisible en dehors des caméras, et la vidéo se serait alors terminée sur un message positif d'un homme qui a grandi sans son père et qui quitte le catch pour offrir à ses enfants une meilleure vie, mais malheureusement, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Et pour parler de tout ça, il va falloir pour le coup s'éloigner totalement du catch et parler d'un sujet assez particulier que je maîtrise pas du tout. Du coup, les informations que je vais donner risquent de pas être exactes à 100%, je préfère le préciser, mais l'idée c'est juste de résumer le plus simplement possible l'affaire dans laquelle Ted DiBiase Jr. et sa famille sont impliqués. Je vous l'ai dit, pendant sa carrière, Ted DiBiase s'est retrouvé à la tête de divers organismes caritatifs et diverses entreprises, notamment après son départ de la WWE. Évidemment, pour que toutes ces organisations fonctionnent, il faut de l'argent, et il s'avère que par chance, dans le Mississippi, l'état dans lequel agit la famille DiBiase, le gouvernement américain a décidé de verser une subvention s'élevant à plus de 80 millions de dollars par an au département de la santé et des services sociaux. Alors, bien sûr, la logique voudrait que ces sommes soient utilisées pour venir en aide à des familles en difficulté, pour qu'ils puissent reconstruire leur vie ou éduquer leurs enfants, mais lorsqu'en janvier 2016, le gouverneur du Mississippi décide de nommer John Davis directeur du département de la santé et des services sociaux, les choses prennent un tournant totalement différent. À partir de là, des sommes astronomiques vont être dépensées non pas pour directement aider des familles dans le besoin, que l'État était d'ailleurs obligé d'identifier clairement pour justifier les dépenses, mais bel et bien pour d'autres programmes et services fournis par des organismes indépendants. Et donc, je pense que vous l'avez compris, le manque de contrôle à ce niveau-là a permis au directeur du département de faire absolument n'importe quoi, et plusieurs millions de dollars ont été versés arbitrairement à divers organismes de charité sans aucune contrepartie. Mais alors, vous vous demandez peut-être quel est le rapport avec la famille DiBiase. Eh bien, il s'avère que ce fameux John Davis, c'est un grand ami de la famille. Et donc, après avoir versé respectivement 65 et 45 millions de dollars à des organismes de charité, il réussit à convaincre leurs dirigeants de payer les divers membres de la famille DiBiase, et notamment le fils Ted avec son entreprise Priceless Ventures, pour des services qui soit n'ont jamais été rendus, soit qui n'aidaient absolument pas les familles dans le besoin. Au total, dans cette histoire, l'entreprise de Ted a reçu plus de 3 millions de dollars de la part de ces organismes, donc de l'argent qui venait directement du gouvernement, et il a utilisé ces sommes pour notamment s'acheter une voiture, une maison ou encore un bateau. Évidemment, c'est pas le seul, puisque par exemple son frère, qu'on a d'ailleurs vu aux écrans de la WWE à l'époque de Legacy, a reçu près de 50 000 dollars pour un travail qu'il n'a jamais effectué, donc en gros un emploi fictif, puisqu'au moment où il était censé travailler, il était en fait en train de vivre sa meilleure vie dans un centre de réhabilitation de luxe à Malibu. Alors, bien sûr, le rôle de Ted DiBiase dans cette histoire ne se limite pas aux sommes perçues par son entreprise, puisqu'il est lié de très près à toutes les fraudes qui ont été commises dans cette affaire et qui s'élèvent à un total de plus de 20 millions de dollars, et pour tout ça, il risque une peine extrêmement sérieuse. Ted est en fait concerné par plusieurs chefs d'accusation, un pour complot en vue de commettre une fraude concernant des fonds fédéraux pour lesquels il risque 5 ans de prison, 6 pour fraude par voie postale et électronique pour lesquels il risque 20 ans par chef d'accusation, et enfin 2 pour vol de fonds fédéraux et 4 pour blanchiment d'argent dans lesquels il risque 10 ans de prison par chef d'accusation. Au total, c'est donc un maximum de plus de 180 ans de prison que risque DiBiase, autant dire la prison à vie en gros, et si le résultat du procès n'a pas encore été donné, tout indique que ces fraudes vont coûter très cher à l'ancien catcheur. Alors, c'est sûr qu'encore une fois, il n'a pas été condamné et il nie évidemment tout ce qui lui est reproché, mais ces faits sont quand même extrêmement graves, d'autant que depuis des décennies, le Mississippi est un des états les plus pauvres des États-Unis, et au lieu que l'argent fourni par le gouvernement vienne directement aider les personnes dans le besoin, il a permis à la famille DiBiase et à bien d'autres de vivre leur vie de rêve pendant des années.
Entre les discours de motivation copieusement rémunérés et absolument inutiles, les programmes de fitness organisés au prétexte d'aider les plus pauvres qui ne servent à rien, et encore bien des services qui n'ont jamais été rendus par les entreprises de DBSI, ce sont au total des millions de dollars qui ont directement été volés à des gens dans le besoin, et même si on est malheureusement en droit d'en douter, on espère quand même que les responsables seront punis. C'est donc comme ça que se conclut l'histoire sombre de Ted DiBiase Jr., un catcheur qui avait un avenir prometteur à la WWE, mais qui d'une part n'a pas réussi à atteindre les sommets, et qui après son départ de l'entreprise en 2013 a été mêlé à des affaires nettement plus sérieuses qui peuvent aujourd'hui le mener en prison. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses, que ce soit sur la carrière de DiBiase ou sur ce scandale que j'ai essayé d'expliquer le plus clairement possible, parce que bien sûr, il y a des trucs dans tous les sens. Donc si jamais j'ai oublié des détails et des choses importantes, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Et comme d'habitude, donnez-moi votre avis en plus de poser votre petit like. En attendant, moi je vous retrouve sur Twitch, sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur ma chaîne secondaire. Bref, vous avez tous les liens dans la description pour m'entendre parler d'actualité et de plein d'autres choses. C'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.